Jésus t'aime. Une préaudition pour l'émission télévisée Astérisque Jeu de la chance Astérisque, où des chanteurs amateurs concouraient tant pour les votes du studio que pour ceux par téléphone, marqua un tournant décisif. L'arrivée à Paris fut pour Mireille une expérience bouleversante et transformatrice. Astérisque pour moi, Paris était la fin du monde. Je n'avais jamais pris le train ni vu une caméra auparavant. Je ne savais pas ce que cette aventure allait me réserver. Astérisque, se souvient-elle. Les vastes scènes, les projecteurs éblouissants et les possibilités infinies de la capitale contrastaient vivement avec le cadre modeste d'Avignon, imprégnant chaque instant d'une aura de promesses inexplorées. Sous la houlette de Johnny Stark, Mireille commença à affiner son personnage scénique et son répertoire musical. Conscient que l'imitation d'Édith Piaf limitait son véritable potentiel, Stark l'encouragea à découvrir et cultiver son propre style distinctif. Elle l'admit plus tard. Astérisque, j'étais tellement formaté pour imiter mon idole que je pensais n'être capable de rien d'autre. Cela fut l'une des plus grandes déceptions de ma vie. Astérisque, ce tournant marqua un changement profond, tant dans sa direction musicale que dans sa réalisation en tant qu'artiste indépendante. Rapidement, des performances de grande envergure suivirent. Un moment décisif survint lorsqu'elle enchaîna cette apparition consécutive dans l'émission télévisée Astérisque Télémanche Astérisque, conquérant à chaque fois le cœur des téléspectateurs. Puis, dans un élan audacieux qui cimenta son statut d'étoile montante, elle se produisit à l'Olympia de Paris. Le 20 décembre de cette année charnière, elle signa avec Bruno Cocatrix, le propriétaire de l'Olympia, et seulement 2 jours plus tard, elle éblouit le public avec un répertoire de 3 chansons de Piaf, chaque note résonnant de l'émotion brute et de la résilience de son parcours. La presse la qualifia rapidement de Astérisque Piaf d'Avignon Astérisque, un titre rendant hommage à son mentor tout en soulignant la singularité de sa voix. Son ascension fulgurante ne se limita pas à Paris. Au cours de l'année suivante, elle parcourut sans relâche la France, laissant son empreinte dans chaque ville grâce à ses performances live électrisantes. C'est lors de l'une de ces tournées que Stark lui annonça qu'elle avait enfin atteint un jalon important. Elle était libérée de ses dettes et évaluée à plus d'1 million de francs. Cet accomplissement représentait non seulement un triomphe professionnel, mais aussi une victoire profondément personnelle, car Mireille rêvait depuis longtemps de sortir sa famille de la pauvreté. Grâce à cette sécurité financière retrouvée, elle put investir dans l'avenir de sa famille. Un véhicule pour l'entreprise de son père, une maison spacieuse pour ses parents et ses frères et sœurs, et même un téléphone pour éviter les longs trajets à la pharmacie locale. La renommée grandissante de Mireille dépassa rapidement les frontières françaises. En 1967, elle foula la scène du Astérisque London Palladium Astérisque, se produisant devant la royauté, un moment marquant sa transformation de vedette locale en superstar mondiale. Sa version française de Astérisque The Last Waltz Astérisque d'Engelbert Humperdinck, réinventée sous le titre Astérisque La Dernière Valse Astérisque, captiva le public britannique et devint un tube. Ses tournées s'étendirent ensuite au Canada et aux États-Unis, avec des apparitions mémorables dans Astérisque The Ed Sullivan Show Astérisque et Astérisque The Danny Kaye Show Astérisque. Au fil de ses voyages, elle rencontra des icônes telles qu'Elvis Presley et partagea la scène avec des légendes comme Dean Martin et Frank Sinatra à Las Vegas, chaque rencontre enrichissant davantage son héritage naissant. Cependant, les exigences de la célébrité ne furent pas sans conséquences. Le rythme épuisant des performances et des déplacements constants laissait peu de temps pour se reposer. En février 1968, alors qu'elle était en tournée, Mireille fut victime d'un grave accident de voiture qui lui fractura une vertèbre, l'écartant de la scène pendant 3 longs mois. Un mot cryptique laissé derrière elle, Astérisque We Will Get You Next Time Astérisque, rappela brutalement la fragilité de sa nouvelle vie, tout en renforçant sa détermination à surmonter chaque obstacle. Au début des années 70, Mireille Mathieu évolua encore, tant en tant qu'artiste qu'en tant que femme d'affaires. Face à une demande record, elle navigua à travers des défis contractuels complexes, y compris un procès d'1 million de dollars, soulignant la nature tumultueuse de l'industrie musicale. Malgré ces épreuves, elle resta fidèle à son art. Elle fit preuve d'un esprit entrepreneurial en créant sa propre maison d'édition Astérisque Ablin Musique Astérisque, qui s'étendit par la suite à Astérisque Ablin Disque Astérisque, une entreprise gérée par ses sœurs pour préserver sa production artistique. Des collaborations prestigieuses, des performances marquantes et des tournées internationales en Chine et en Russie firent de sa carrière une chronique de réinvention constante. Ses concerts à guichets fermés à Paris, notamment au Palais des Congrès en 1986,
où plus de 100 000 spectateurs se pressèrent pour la voir, confirmèrent son statut de chanteuse la plus aimée de France. Jésus t'aime. À plus de 80 ans, Mireille Mathieu demeure une icône intemporelle, célébrée aux quatre coins du monde. Pourtant, derrière les lumières éclatantes de la scène, sa vie est marquée par des chagrins cachés et des sacrifices silencieux. Née dans la pauvreté à Avignon, elle est affectueusement surnommée Bimimi. Son enfance, imprégnée de lutte et de privation, forgea son âme d'artiste, déterminée à briller malgré les ombres. Dans ce petit coin de France, Mireille grandit dans un foyer modeste, l'aînée d'une fratrie de 14 enfants. La vie était rude, marquée par les privations, mais aussi par une solidarité à toute épreuve. Son père, Roger, était tailleur de pierre, un savoir-faire transmis de génération en génération. Son atelier, modeste et poussiéreux, se trouvait juste à l'entrée du cimetière Saint-Véran. La pierre, froide et silencieuse, symbolisait le labeur et la persévérance, un contraste saisissant avec la douceur mélodieuse qui émanait de Mireille. Sa mère, Marcelle Sophie, était arrivée de Dunkerque en 1944, fuyant les ravages de la guerre. Ensemble, ils bâtirent une vie sur le socle de la résilience, dans une maison étroite où chaque enfant luttait pour une part d'attention. Pourtant, au milieu de ce chaos, la voix de Mireille s'élevait, pure et cristalline. Même à l'école, ses enseignants la réprimandaient pour ses rêveries mélodieuses, mais rien ne pouvait éteindre cette passion brûlante pour le chant. La première fois qu'elle monta sur scène, ce fut lors de la messe de minuit, un soir de Noël en 1950. Elle n'avait que 4 ans. La récompense? Une simple sucette. Mais pour elle, ce fut un trésor, un symbole des promesses à venir. Ce soir-là, en voyant Édith Piaf à la télévision, son rêve prit forme. Elle voulait, elle aussi, conquérir la scène, dominer les projecteurs, faire vibrer les cœurs. Pourtant, le chemin fut parsemé d'obstacles. À l'école, la dyslexie ralentit son parcours, au point qu'elle dut redoubler une classe. Sa gaucherie, considérée comme une anomalie, lui valut des remontrances sévères. Les enseignants la forcèrent à écrire de la main droite, une contrainte douloureuse qui la marqua profondément. Mais sur scène, sa main gauche s'exprimait librement, animée d'une grâce naturelle, reflet de son esprit indomptable. En 1954, un léger répit s'installa avec l'obtention d'un logement subventionné dans le quartier de Malpeigné. Un soulagement pour la famille, même si les difficultés persistaient. En 1961, un déménagement à la Croix des Oiseaux apporta un peu d'espace, mais les fins de mois restaient précaires. À seulement 14 ans, Mireille dut abandonner l'école pour travailler à l'usine de Montfavet. Le bruit des machines rythmait ses journées, mais sa voix, elle, s'élevait au-dessus du fracas métallique. Pendant les pauses, elle chantait. Sa sœur Monique, qui travaillait à ses côtés, se joignait parfois à elle, leur voix résonnant dans l'immensité froide de l'usine. Elles pédalaient ensemble chaque matin, affrontant le Mistral avec un vélo acheté à crédit. Ces trajets laborieux forgèrent sa résilience, un pilier qui la soutiendrait dans les tempêtes à venir. Lorsque l'usine ferma ses portes, Mireille trouva un emploi comme animatrice dans un camp d'été. C'est là qu'une vieille gitane lui lut les cartes, prédisant un destin grandiose, des rencontres avec rois et reines. Un présage qui, bien que fantasque, alluma une étincelle dans le cœur de la jeune chanteuse. La foi de Mireille, profonde et inébranlable, l'accompagna tout au long de ces années difficiles. Catholique pratiquante, elle choisit Sainte Rita, la sainte des causes désespérées, comme protectrice. Sa grand-mère, Germaine, lui avait inculqué cette dévotion, lui répétant sans cesse que Sainte Rita interviendrait dans les moments les plus sombres. Avant chaque concert, Mireille traçait un signe de croix, un geste simple, mais empli de force et de conviction. À 16 ans, le destin prit un tournant décisif. Elle participa à un concours de chant local, On chante dans mon quartier, à Avignon. Sur une petite scène, éclairée par un unique projecteur, sa voix s'éleva, puissante et émotive, capturant les cœurs de tous les présents. Les juges furent unanimes, elle était la nouvelle môme, une reconnaissance qui marquait le début de sa légende. Le lendemain, son père signa un contrat inattendu, scellant son destin. De l'usine à la scène, de l'ombre à la lumière, la vie de Mireille venait de basculer. Derrière cette transformation se trouvait Johnny Stark, un impresario visionnaire surnommé l'Américain. C'est lui qui sculpta son image,
l'éloignant de l'ombre de Piaf pour lui insuffler une identité unique. Stark croyait en elle, comme personne ne l'avait jamais fait. Il la poussa à transcender l'imitation, à embrasser sa singularité. Très vite, les apparitions télévisées s'enchaînèrent. Cette fois consécutive à Télédimanche, elle conquit les téléspectateurs par sa voix puissante et sa présence magnétique. Puis, le 20 décembre de cette même année, elle monta sur la scène mythique de l'Olympia, sous l'œil attentif de Bruno Cocatrix. 3 chansons de Piaf résonnèrent dans l'immense salle, chaque note vibrant de l'émotion brute de son passé. La presse ne tarda pas à la surnommer la Piaf d'Avignon. Mais pour ceux qui l'écoutaient, elle était bien plus qu'une simple héritière. Elle incarnait l'espoir, la résilience, l'ascension depuis les tréfonds de la pauvreté jusqu'au sommet de la gloire. Je continue avec la partie suivante, où l'on aborde son ascension fulgurante à l'international, sa relation énigmatique avec Johnny Stark, ses tournées, ses rencontres marquantes, et les drames qui ont ponctué sa carrière.